Mes chers collègues, Madame la Ministre, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous cet après-midi sur les priorités de votre ministère et celles de la Commission, avant d'examiner les crédits de la mission écologie la semaine prochaine. Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques, le champ précisé il y a quelques jours dans votre décret d'attribution est large et devrait nous amener à entretenir un dialogue régulier. Parmi ses premiers travaux, la Commission a décidé de mettre l'accent en particulier sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique, en partant notamment de la situation des territoires confrontés au risque d'inondation que vous connaissez bien ou au recul du trait de côte. S'agissant de l'eau, nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt l'annonce par le Premier ministre d'une grande conférence nationale, 60 ans après la première loi sur l'eau. Nous serons là pour accompagner cette initiative, y participer et contribuer à la prise en compte de ces résultats. L'effondrement de la biodiversité résulte entre autres du changement climatique. C'est pourquoi notre commission fait du ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, une priorité. Il faut trouver les conditions de mise en œuvre efficaces et justes sur les territoires sans vider cet objectif de sa consistance. Je suis convaincue de son importance. Si les effets déjà frappants du changement climatique imposent de s'y adapter, nous ne voulons pas renoncer à lutter contre le réchauffement. Les politiques publiques doivent désormais prendre en compte un risque de hausse des températures de plus 4 degrés d'ici 2100. C'est pourquoi nous sommes attachés à ce que les différents exercices de planification qui ont pris du retard puissent être rapidement menés à bien. Le PNAC 3 pour l'adaptation au changement climatique, programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous comptons sur vous et sur Olga Givernet. C'est dans ce contexte que nous nous apprêtons à examiner le projet de loi finances pour 2025. En toute responsabilité, je pense que tout le monde doit prendre sa part à l'effort budgétaire, mais en matière de transition écologique plus qu'ailleurs, il faut le faire en ayant à l'esprit le coût de l'inaction. Il nous revient donc ensemble d'optimiser les ressources que l'on peut y consacrer. Madame la ministre, vous avez la parole pour un discours préliminaire dans 10 minutes environ, si vous arrivez à tenir ce temps. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette commission pour ma première audition en tant que ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Cette audition est l'occasion pour moi de tracer les principales priorités de ma feuille de route, de vous partager quelques enjeux liminaires sur le budget 2025 de mon ministère et ensuite, bien sûr, de répondre à l'ensemble de vos questions. Sur ma feuille de route d'abord, le constat est clair, la situation politique parlementaire budgétaire n'a pas interrompu la course contre la montre climatique. Bien au contraire, les effets du dérèglement climatique sont là dans nos vies, des inondations dans mon département du Pas-de-Calais, à la sécheresse inédite dans les Pyrénées-Orientales, de la disparition du manteau neigeux de nos montagnes à la crise de l'eau à Mayotte et aux épisodes climatiques violents à répétition dans nos outre-mer. L'érosion de la biodiversité est également là. Le vivant est fragilisé et si nous ne faisons rien, c'est notre propre espèce qui est menacée. Ces deux combats vont de pair, vous le savez, le climat et la biodiversité sont les deux faces d'une même pièce. Pour répondre à ces deux urgences qui m'attendent, ma feuille de route sera chargée et je pourrai m'appuyer sur Olga Givernet pour les enjeux énergétiques. J'aurai d'abord à cœur, comme l'a dit le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, de reprendre le chemin de la planification écologique. Vous l'avez mentionné. La planification écologique repose sur l'idée que c'est à l'État, stratège, de fixer le cap et que c'est aux acteurs locaux, services déconcentrés, élus, entreprises, associations, citoyennes et citoyens, au plus près de la réalité du terrain, de préparer la mise en œuvre de des actions. Cette planification engagée en 2022 fonctionne. Sur les 12 derniers mois, nos émissions ont diminué de 4,8%. 4,8%, c'est la bonne trajectoire si nous voulons tenir les objectifs de l'accord de Paris. Et il y a 5 ans, personne n'aurait imaginé qu'on aurait pu, pendant 18 mois, tenir cette trajectoire de diminution importante des émissions de gaz à effet de serre. Mais si nous voulons poursuivre cet élan, il va falloir accélérer sur la mise en œuvre. C'est toujours le début qui est le plus facile. C'est pour cela que dans les prochaines semaines, je soumettrai à la consultation publique 3 textes essentiels pour notre planification écologique et énergétique. Le 3e plan national d'adaptation
au changement climatique, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces textes, ils ont été travaillés par mon prédécesseur Christophe Béchu et d'ailleurs moi-même lorsque j'étais ministre de la Transition énergétique. Sur les sujets de l'énergie, justement, avec ma ministre déléguée Olga Givernet, nous comptons accélérer sur chacun des 4 grands piliers de notre stratégie énergétique. La sobriété. Je considère d'ailleurs plus largement que la sobriété doit être travaillée dans de nombreuses politiques publiques. La sobriété, vous le savez, ce n'est pas de la décroissance. C'est ce qu'on pratique au quotidien dans le monde industriel quand on est attentif à l'utilisation des ressources. On appelle ça le lean management. Et au fond, la sobriété, on en aura besoin sur l'énergie, comme sur le foncier, comme sur l'eau et comme sur les intrants. L'efficacité énergétique ensuite, nous devrons continuer d'accompagner les Français dans leur quotidien en leur permettant par exemple de rénover leur logement ou d'avoir accès à des transports en commun ou des véhicules individuels décarbonés, ce qui pose la question de baisser les coûts de ces solutions. Le développement des énergies renouvelables, encore, de toutes les énergies renouvelables, les éoliennes terrestres et marines, la chaleur renouvelable, la géothermie, l'énergie solaire, parce qu'elles ont toutes un rôle à jouer. La relance du nucléaire, comme nous l'avons engagé il y a de ça plusieurs années. Cela me permet d'ailleurs de faire une courte incise. Je ne suis pas pro-nucléaire, pas plus que je ne suis pro-renouvelable. Chacune de ces énergies a ses avantages et ses défauts. Et en matière énergétique, il n'existe pas de solution parfaite. Il existe un panel de solutions. Ce qui est certain, c'est que je serai toujours une fervente pro-énergie décarbonée contre les énergies fossiles, au nom du climat, mais aussi de notre sécurité d'approvisionnement et de la souveraineté de notre pays. Nous sommes un pays qui ne produisons pas des énergies fossiles. Sur le sujet de la protection de la biodiversité, j'aurai plusieurs ambitions. D'abord, assurer le bon déploiement de notre stratégie nationale biodiversité qui vise notamment à placer 10% de notre territoire sous protection forte. Il faut que nous tenions cet objectif. Ensuite, je veux travailler avec l'ensemble des acteurs pour m'assurer que les textes ambitieux que nous avons pris, notamment en matière de lutte contre la déforestation importée, soient concrètement mis en œuvre. Mais je le précise, je ne serai pas dogmatique. Le dogmatisme s'accommode malheureusement mal de la réalité du terrain et conduit souvent à l'inaction, on a pu l'observer. Sur le sujet de l'eau, qui est grandement lié à celui de la biodiversité, les prochains mois seront guidés par 3 priorités. D'abord, préparer et organiser la grande conférence nationale sur l'eau annoncée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Ensuite, je souhaite que nous lancions le plan eau pour Mayotte qui permettra d'aider l'île face à la crise d'approvisionnement en eau qu'elle connaît. Enfin, je souhaite engager le plan de sécurisation de nos captages pour mieux garantir la qualité de l'eau de nos concitoyens. Ce plan, il est prêt, j'y ai travaillé au ministère de l'Agriculture. Voilà pour une vision non exhaustive des sujets nationaux. Je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres, que ce soit l'enjeu des PFAS, celui de l'économie circulaire et des REP, ou encore de la mise en place de l'affichage environnemental pour les produits alimentaires et textiles. Que ce soit enfin l'enjeu du ZAN, un sujet sur lequel je serai particulièrement vigilante. S'il est probablement nécessaire d'en faire évoluer les règles de façon pragmatique et différenciée, cela ne doit pas vouloir dire détricoter le ZAN. En matière internationale, enfin, de nombreuses actualités attendent notre pays d'ici la fin de l'année. Au niveau européen, je souhaite que nous nous engagions pleinement pour que la future Commission poursuive l'ambition du plan vert, le couple avec une ambition industrielle et retienne dans ses actions un principe de neutralité technologique. Il est anormal que le nucléaire reste discriminé par rapport à d'autres technologies bas carbone. Il conviendra également de défendre des principes de concurrence loyale, tant au niveau intra-européen qu'extra-européen. Au niveau international, plusieurs événements nécessiteront que notre pays porte un leadership fort. La COP16 biodiversité en Colombie, où je me rendrai dans les prochains jours. La COP29 climat à Bakou, qui sera une COP difficile et où nous tiendrons la chaise sans concession vis-à-vis de la présidence. Les négociations à Busan, en Corée, pour réduire la pollution plastique. La COP16 désertification et le One Water Summit, qui auront lieu à Riyad en fin d'année. Dans toutes ces instances, vous pourrez compter sur moi pour porter une voix forte et ambitieuse au nom de la France. Voilà pour ma feuille de route. Comme je l'ai dit, je n'ai pas pu détailler tous les items. Pardon. Et je ne voudrais pas que les chapitres qui n'ont pas été évoqués se considèrent comme sacrifiés. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai essayé de prendre aussi les sujets qui font l'actualité ces dernières semaines pour pouvoir anticiper vos questions. Une feuille de route à laquelle j'adjoins 2 impératifs. Le premier impératif, c'est de porter une écologie résolument populaire.
Dans vos circonscriptions, en particulier pour ceux qui sont le plus loin des métropoles, vous avez dû l'entendre comme moi. La transition écologique apparaît parfois comme lointaine, déconnectée, comme un luxe qui serait réservé aux urbains ou aux classes aisées. Il faut entendre ces critiques. L'écologie que je veux porter doit partir et parler du quotidien des gens, de ce que nous disent les Françaises et les Français sur le terrain. Elle doit s'intéresser à l'explosion de l'asthme des enfants du fait de la pollution de l'air et aux politiques que nous pouvons mener pour y répondre. Et c'est là qu'on peut parler des zones à faible émission. Elle doit apporter une réponse à la crainte de voir les économies d'une vie disparaître dans la prochaine inondation avec le travail que nous devons mener sur l'adaptation au changement climatique et sur les assurances, par exemple. Oui, l'écologie à laquelle je crois doit être populaire parce que concrète et accessible. Le second impératif, c'est d'aller chercher l'argent là où il est. Le budget 2025 de mon ministère est un budget de combat. Au regard de la situation dégradée des finances publiques, il nous a été demandé, comme à tous les ministères, de faire de gros efforts. C'est un budget de 16,8 milliards d'euros en autorisation d'engagement qui marque un retour au niveau d'avant le plan de relance et la crise énergétique, qui s'inscrit dans la lignée des budgets 2019 et 2021, mais aussi sur une bonne partie des programmes, sur la réalité des crédits consommés en 2024, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de baisse sur le réalisé. Ce budget nous engage à être plus efficaces et plus sélectifs. Nous avons déjà beaucoup investi pour inciter nos concitoyens à réaliser certains investissements. L'enjeu est maintenant de mieux mobiliser les sources de financement privées. Je l'ai dit, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, mon ministère prendra sa part. Parce que je serai une ministre responsable. Parce que si nous ne sommes pas responsables, maintenant, les intérêts de la dette vont croître et donc obérer notre capacité à investir demain dans les priorités d'avenir et évidemment dans la transition écologique et énergétique. Pour certaines réductions de dépenses, la logique est relativement évidente. Nous faisons ainsi le choix de réduire le soutien à certaines dépenses brunes, au travers d'abord d'une augmentation du malus automobile, au travers ensuite de la suppression du taux réduit de TVA à 5,5 sur l'installation de chaudières à énergie fossile, et enfin, par voie d'amendement gouvernemental, comme cela a été annoncé dans le dossier de presse du PLF, au travers d'une réflexion sur la fiscalité sur les billets d'avion et les énergies fossiles. Sur le sujet de la fiscalité de l'électricité, la proposition du gouvernement qui vous est présentée repose sur deux niveaux. Un niveau législatif qui acte le retour à la fiscalité d'avant-crise énergétique. C'est la fin du bouclier qui a représenté plus de 50 milliards d'aides aux ménages et aux entreprises sur ces 3 dernières années. Un renvoi au pouvoir réglementaire de la capacité à aller au-delà de ce niveau, dans une fourchette bien sûr encadrée par le législateur, et dans le respect de l'engagement du Premier ministre, qui est que les tarifs réglementés de vente de l'électricité baissent de 9% au 1er février 2025. C'est-à-dire que pour les 60% de Français dont les contrats d'électricité sont à ces tarifs, la baisse serait de 9% au 1er février 2025. Ce renvoi au pouvoir réglementaire permettra de définir finement le niveau de fiscalité en tenant compte notamment de l'actualisation attendue des coûts du réseau de l'année prochaine. Enfin, et pour en terminer, et en lien avec cet enjeu de fiscalité, je tiens à vous dire que je serai très attentive sur 4 points. D'abord, de faire de la place au débat et aux améliorations parlementaires. Je suis à votre service pour éclairer vos débats et évaluer toutes les implications des amendements qui pourraient être proposés. Ensuite, vous dire que ma responsabilité budgétaire ne me fera pas oublier ma responsabilité écologique. Et je mettrai un point d'honneur à ce que l'argent public serve toujours ou soit orienté pour faire en sorte que les solutions décarbonées deviennent plus compétitives. C'est un des enjeux qu'il y a derrière ces évolutions de fiscalité. Je serai également attentive à l'enjeu du pouvoir d'achat. Je mesure les attentes, voire la colère des classes moyennes et populaires qui travaillent. Je serai donc très sensible à l'enjeu de justice fiscale et territoriale. Enfin, je serai vigilante sur l'enjeu de réindustrialisation. Nous devons bâtir une écologie du partage de la valeur qui crée la richesse de l'emploi sur tous nos territoires. Et on sait que les filières industrielles, elles ont besoin d'énergie pour fonctionner et que si le coût de l'énergie s'envole pour les entreprises, on risque de repartir en arrière sur la réindustrialisation de notre pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne veux pas être plus longue et je me tiens maintenant disponible pour vos questions. Merci Madame la Ministre pour la présentation de votre feuille de route.